Bienvenue sur la panafricaine Médian. Comme toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur votre émission Le Débrief. Le 6 septembre dernier s'est clôturé à Pékin le 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Les autorités chinoises veulent à travers le FOCAC ouvrir une nouvelle ère soutenue par 10 actions couvrant les domaines de la santé, de l'agriculture, de la connectivité, de l'espace, de la sécurité, entre autres. Le Sénégal est depuis 2018 le coprésident africain du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs séjourné en Chine du 2 au 8 septembre 2024. Visite de travail saisie par les autorités sénégalaises pour renforcer la coopération entre Pékin et Dakar dans les différents secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'élevage, l'économie, la santé, le numérique, le domaine spatial, entre autres. Quel impact de ce renforcement de la coopération entre la Chine et le Sénégal? Le FOCAC, un forum pour un ordre mondial plus juste et équitable. Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons du Niger et du Nigeria. Le 28 août dernier, le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des armées nigériennes, a accueilli à Niamey son homologue du Nigeria, le général Christopher Moussa. Cette rencontre entre les deux généraux marque la volonté des deux pays de relancer leur coopération militaire pour le retour de la stabilité dans la région ouest africaine. La visite a abouti à la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération sécuritaire face à la menace terroriste dans le Sahel. Quelle contribution de cette coopération militaire entre le Niger et le Nigeria sur la sécurité au Sahel? Comment ce rapprochement entre Niamey et Abuja pourrait constituer une ouverture pour un rapprochement entre la CEDEAO et l'AES, le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos deux invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, Daoud. Et en face de vous, M. Pape Samba Mbeng, vous êtes politiste, également doctorant en sciences politiques. Merci beaucoup, Pape Samba, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci, Daoud, et merci aussi pour l'invitation. Avec plaisir également. Et Cheikh Sadibou, le président Bassirou Diomaye Faye, qui est de retour à Dakar depuis le 8 septembre dernier, suite à une visite officielle d'une semaine en Chine. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de la participation du Sénégal au FOCAC 2024? D'abord, pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, c'était important de sortir, donc d'aller en Chine, faire sa première visite pratiquement sur ce pays-là. Et j'aimerais toujours commencer par vous dire que c'est Mao qui disait que 100 fleurs s'épanouissent et que de multiples écoles rivalisent. C'était lors de la campagne des 100 fleurs. Pour vous dire qu'au niveau interne, la Chine s'est fait. Donc au niveau international, la Chine est devenue. Donc c'est grâce à cela qu'aujourd'hui la Chine est devenue une puissance économique mondiale et une puissance militaire. Maintenant, ces pays africains ont commencé à coopérer avec la Chine depuis belle lurette, mais on peut parler de Zhou Enlai qui était un premier ministre qui a rencontré la plupart des dirigeants africains lors du sommet de Bandung en 1955. Donc c'est là que beaucoup de dirigeants africains vont découvrir les opportunités qu'ils peuvent avoir en Chine, et de ce fait, la Chine va envoyer même des émissaires. Les premiers émissaires vont être au nombre de 13, plus tard ils vont être au nombre de 30. Donc la Chine s'est intéressée à l'Afrique, et l'Afrique aussi s'est intéressée à la Chine, vu que la Chine actuellement est en train de dominer le monde sur le plan de la technologie. Donc vous avez vu la visite du président Diomaye Faye, qui est une visite qui a marqué pratiquement le continent africain, parce qu'il a défendu beaucoup de thèmes, beaucoup de théories selon laquelle l'Afrique doit s'inspirer de la Chine. L'Afrique doit aussi même défendre la Chine par rapport à cette politique internationale. Je rappelle que le Sénégal est coprésident aujourd'hui du Forum sur la coopération sino-africaine depuis 2018. Donc effectivement, pour vous dire tout simplement que le président Diomaye Faye sait que la Chine actuellement est en train de faire des prouesses sur le niveau de la technologie. Vous avez vu sa visite au niveau de Huawei, parce que le Sénégal veut passer vers une digitalisation progressive. Donc Huawei est une marque connue, une marque mondiale qui domine aussi le monde. Donc il est important que le Sénégal puisse nouer des partenariats avec ce grand pays-là qu'est la Chine. Et aussi, les autorités chinoises ont une
autre lecture par rapport à cette visite-là, parce que lorsque vous voyez le rapprochement qu'il y a eu entre le président sénégalais et le président Xi Jinping, le président chinois, il faut savoir aussi que sur le plan géostratégique, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel compte pour la Chine. La Chine envoie ses émissaires dans nos pays-là par rapport aux conflits qui s'y déroulent. Donc je pense que Xi Jinping se rapproche de plus en plus de Diomaye Faye. Il va faire de Diomaye Faye, si je peux m'exprimer ainsi, d'un homme de confiance, de quelqu'un qui va lui permettre aussi de pouvoir vraiment développer cette politique de la Chine. Cette situation dans le Sahel, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est d'ailleurs le médiateur principal de la CEDEAO aujourd'hui pour rétablir les relations entre les pays de l'AES et la communauté économique ouest-africaine. Effectivement. Donc pour vous dire tout simplement que les renforcements qui sont en train de se faire entre la Chine et le Sénégal, et notamment avec le continent africain, donc montrent que l'Afrique aujourd'hui commence à comprendre qu'il faut diversifier son partenariat, que ce soit économique, militaire, stratégique, mais surtout géostratégique, parce qu'on sait qu'il y avait de grandes puissances, notamment la France, les États-Unis et d'autres, qui sont sur le continent africain, qui ont dominé pratiquement ce continent africain. Et maintenant, il y a la Chine qui... Maintenant, moi, l'autre aspect que je vais vous poser sur la table, c'est que aussi les Africains, il faut qu'ils comprennent que nous ne pouvons plus être dans cette position d'être dominés. Il faut qu'on cherche nous aussi à étendre nos tentacules, à dominer ces puissances-là qui viennent profiter pratiquement de nos ressources, parce qu'on sait que le Sénégal est une puissance gazière et pétrolière. Je vais parler aussi du même cas pour le Mali, la Mauritanie, ainsi de suite. Donc il est important que nous ayons des dirigeants forts, des dirigeants qui puissent s'imposer sur la table des négociations. Sinon, nous risquons de subir vraiment cette pauvreté ambiante qui est en train de pratiquement... Des dirigeants africains qui peuvent permettre à leur pays, en tout cas, de tirer leur épingle du jeu face à de telles coopérations avec des pays comme la Chine ou d'autres pays et d'autres blocs même à travers le monde. Aujourd'hui, Pape Samba, comment un pays ou bien le modèle économique chinois pourrait davantage inspirer les pays africains? Il y a Cheikh Sadibou qui a rappelé tout à l'heure de 13 pays au début à 30 pays, c'était plus de 50 présidents africains qui étaient aujourd'hui au FOCAC 2024. Comment ce modèle économique chinois peut davantage les inspirer? La Chine peut être considérée comme un modèle économique parce que la Chine se considère comme un leader de ce qu'on appelle du Sud global. Il faut rappeler qu'en 1974, Deng Xiaoping a prononcé un discours à l'ONU où il a développé sa théorie des trois mondes. Il dit que le premier monde, ce sont les deux puissances, les deux grandes puissances, à savoir les États-Unis et l'URSS. Et le deuxième monde, ce sont les alliés de ces deux grandes puissances. Et le troisième monde, ce sont les pays du tiers-monde. Et la Chine se considère maintenant comme un pays, une locomotive du tiers-monde. Autrement dit, les autres wagons, qui se trouvent être les autres pays comme les pays africains, sont des... la Chine peut être un modèle pour ces pays-là, mais un modèle sur le plan économique, parce que la Chine n'impose pas des conditions aux pays africains. Comme l'ont fait les Occidentaux, la Chine en 2004 a mis en place ce qu'on appelle le consensus de Pékin, en miroir au consensus de Washington, quand le FMI imposait son aide avec des conditions libérales. La Chine n'impose pas de conditions politiques. C'est pourquoi, sur ce point-là, la Chine peut constituer bel et bien un modèle, surtout un modèle économique. Parce que le consensus de Pékin a trois critères. Le premier point, c'est d'abord la coopération. La Chine, il y a une non-ingérence de la Chine dans les affaires intérieures des États. Et ça, c'est un aspect très important. Le deuxième point est que la Chine, à chaque fois, elle essaye de développer ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Et le troisième point est que la Chine cible ce qu'on appelle les partenariats dans le domaine des infrastructures, autant pour moi, dans le domaine des changements économiques. Il ne table pas sur les politiques sociales et politiques. La Chine n'impose pas de vision politique ni d'idéal politique aux pays africains. C'est pourquoi l'Afrique ou la Chine peut bel et bien constituer un modèle pour les pays africains, un modèle politique, parce que du point de vue économique, la Chine devance même les États-Unis en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat. Donc sur ce point-là, la Chine est la première puissance économique mondiale. Donc sur le plan économique, la Chine peut bel et bien constituer un modèle économique pour l'Afrique. Mais il faut aussi que nous, Africains, que nous puissions aussi
créer nos propres modèles de développement qui est beaucoup plus adéquat avec nos réalités politiques et sociales. Voilà, c'est ça, nos réalités endogènes. Il ne faut pas prendre de manière totale le modèle économique chinois, parce que le modèle économique chinois est adéquat aussi avec ses réalités endogènes. C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de la Chine, parce que c'est un modèle endogène, en tout cas un modèle qui est endossé sur aujourd'hui la culture chinoise, d'où votre appel aux pays africains à en tout cas initier leur propre modèle qui tienne compte de leurs réalités socio-économiques et culturelles. Tout à fait. Donc il faut essayer de trouver une combinaison entre le modèle chinois et le modèle africain. Et c'est ce benchmarking-là qui va enclencher le développement économique de nos pays africains. Et d'ailleurs, cette visite de travail du président Diomaye Faye a conduit à 27 milliards de francs CFA accordés au Sénégal par la Chine sans aucune contrepartie. Une dizaine d'accords également signés dans des domaines comme l'agriculture, comme l'eau, comme l'industrialisation, la connectivité, également l'énergie, l'économie verte, entre autres. Que vous inspire aujourd'hui cette option du président Diomaye Faye de renforcer davantage la coopération entre la Chine, autant pour moi, et le Sénégal sous son magistère? C'est déjà deux pays qui entretenaient des relations depuis de très longues années, mais également sous son magistère, on a vu que cette coopération est davantage renforcée à l'issue du FOCAC 2024. Vous savez, la Chine a été un partenaire historique sur le plan économique avec le Sénégal. Donc Bassirou Diomaye Faye ne fait que continuer ce partenariat entre le Sénégal et la Chine. En plus, la Chine constitue vraiment un partenariat, un grand partenaire, dans la mesure où la Chine peut octroyer ses financements sans condition. En plus, le fait que la Chine se considère comme un pays du tiers-monde va permettre vraiment un partenariat beaucoup plus stratégique dans les domaines que vous venez de citer, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, mais surtout aussi dans le domaine de la technologie ou des technologies vertes. Parce que présentement, on parle de la transition écologique ou énergétique, et que vous savez que la Chine fabrique des photovoltaïques, des voitures électriques, et un pays comme le Sénégal peut constituer un débouché pour ces industries-là, chinoises-là. Donc le fait que la Chine privilégie le Sénégal permet à notre pays quand même de gagner beaucoup plus de points sur ces domaines cités. Et à cela s'ajoute le fait que le Sénégal est, du point de vue géopolitique et géostratégique, le Sénégal est très bien placé en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas trouver meilleur partenaire géostratégique que le Sénégal en Afrique. Donc, c'est pourquoi la Chine table sur le Sénégal en essayant de tisser des liens dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine environnemental, etc. Effectivement, et Cheikh Sadibou, dans son projet de développement du pays, le président sénégalais compte beaucoup miser aussi sur la digitalisation de l'administration publique ainsi que l'autonomisation et la dématérialisation aujourd'hui. Et pour tendre vers un développement durable, comment la Chine pourrait partager son expérience dans le domaine du numérique avec les actuelles autorités sénégalaises? Au début de vos propos, vous l'avez d'ailleurs rappelé, la Chine est un champion dans le domaine des technologies. Oui, comme je le dis souvent, par le transfert de technologie tout simplement, parce que la plupart des entreprises ou des pays qui ont eu à coopérer avec le Sénégal dans divers domaines, toujours ont été réticents par rapport à ce transfert de technologie-là. Et le président sénégalais a vraiment eu du tact par rapport à ce domaine, parce qu'il a fait comprendre aux autorités chinoises que le Sénégal d'aujourd'hui, le Sénégal, lui, en tout cas, qu'il compte construire durant son magistère, c'est un Sénégal qui, qui va discuter avec ses partenaires, qui va signer des accords, mais en même temps, qui va favoriser les transferts de technologie. Parce qu'on sait que la Chine a eu ce qu'elle a aujourd'hui grâce à ces transferts de technologie-là, parce qu'après la révolution, après la proclamation de la République populaire de Chine, donc Mao a eu à envoyer des milliers d'étudiants chinois en Russie, aux États-Unis, en France, pour tout simplement apprendre, mais aussi il a signé des accords avec ces pays-là pour un transfert de technologie. Maintenant, il faut que les pays africains s'inspirent de cela, ne plus laisser ces puissances-là venir coopérer avec nous, diligenter des projets et ne pas coopérer dans ce domaine de transfert de technologie-là. Aujourd'hui, l'administration sénégalaise est dénoncée partout et on dénonce l'administration sénégalaise par rapport à sa lenteur. Maintenant,
si on passe à une digitalisation progressive, donc vous allez voir, l'administration va être de plus en plus efficiente et efficace par rapport à son travail, mais aussi par rapport aux projets que le président veut mettre en place pour permettre vraiment à ce pays-là que tout soit rapide par rapport au niveau de l'administration sénégalaise. Donc il est important de féliciter d'abord le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, par rapport à ses engagements et ses accords conclus avec le président chinois, mais aussi savoir que le gouvernement chinois aussi, certes, n'a pas de regard par rapport au projet qu'il finance, mais on sait que chaque pays défend ses intérêts. La Chine aussi cherche à se positionner sur le continent africain, malgré qu'il y a la présence de la France, de la Turquie et des autres États-là. La présence chinoise sur le continent africain, aujourd'hui, se fait sentir. Je veux parler du Niger et du Bénin. Vous avez vu l'intervention de la Chine. Je veux parler d'autres crises qui se déroulent sur le continent africain. Il y a toujours cette main de la Chine qui veut bien faire, mais en tout cas, il est important de se féliciter de ce FOCAC-là parce qu'on a vu les Africains, une nouvelle génération qui commence à se dessiner, malgré qu'il y a aussi la présence de la vieille garde, mais cette nouvelle génération incarnée par le président sénégalais donc a été vraiment au sommet de son art par rapport aux discussions. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure aujourd'hui, les actuelles autorités sénégalaises tiennent beaucoup à la dématérialisation aujourd'hui de beaucoup d'actes administratifs, une façon d'aller plus vite en tout cas au sein de l'administration et d'aller au-delà aujourd'hui de ces lenteurs, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de ces lenteurs administratives. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'à l'issue de la clôture du FOCAC 2024, le président Faye a effectué une visite d'ailleurs au port intelligent de Shandong, qui est un modèle d'autonomisation et d'écologie, ainsi que l'entreprise Haier également, qui propose des solutions technologiques et électroniques dans différents domaines. Que pensez-vous aujourd'hui de ce modèle chinois de développement où la maîtrise de la technologie occupe une place importante? Vous savez, le modèle chinois, je ne dirais pas que c'est un modèle parfait, mais je dirais que c'est un modèle à prendre comme exemple. Par exemple, la ville de Shandong dont vous venez de parler, c'est une grande ville où vous découvrez vraiment la puissance de la technologie chinoise. Aujourd'hui, la Chine rivalise avec les États-Unis d'Amérique, l'Inde, la Chine les a même dépassés parce qu'il y a même un projet de création de station spatiale où le Sénégal va participer pratiquement aux côtés des autorités chinoises. Je pense que cette nouvelle est tombée il y a quelques jours, je pense. Donc le Sénégal... L'Institut sénégalais d'études spatiales dirigé par Mme Kairé. Merci, dirigé par Mme Kairé. L'accord a déjà été signé entre les autorités chinoises et le directeur de l'Institut. Donc pour vous dire tout simplement que la Chine, c'est une puissance technologique, alors que le Sénégal d'aujourd'hui, on sait que le président mise sur la formation de ces jeunes-là dans ces domaines-là, parce qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par la technologie. Mais aussi, à côté, la Chine a su développer une puissance militaire basée sur une technologie tellement puissante que pratiquement des puissances comme la Russie et les États-Unis cherchent toujours à espionner et à savoir comment les Chinois ont fait pour atteindre ce niveau technologique-là. Donc le monde d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la technologie qui rivalise. Même l'Iran, aujourd'hui, a une capacité technologique extraordinaire qui dépasse pratiquement beaucoup de pays. Donc si le Sénégal s'en inspire au niveau interne, au niveau national, où le président va favoriser la création d'instituts et d'écoles qui vont coopérer avec des instituts chinois pour permettre vraiment la création de ces instituts technologiques-là, je pense que ça va booster ces jeunes-là, ça va diversifier la formation parce qu'au Sénégal, on avait cette habitude-là d'orienter pratiquement la plupart de nos étudiants vers des branches plutôt littéraires. Donc, et d'ailleurs, le Sénégal tend de plus en plus, en tout cas, vers cela, puisque le satellite sénégalais lancé en juillet dernier, Gaindesat, a été en tout cas entièrement conçu par des ingénieurs sénégalais. Cet ingénieur sénégalais, le projet a également été dirigé par un professeur sénégalais. Donc le Sénégal tend de plus en plus vers cette conquête-là de l'espace, et la Chine, comme vous l'avez rappelé, pourrait constituer aussi un partenaire, tout comme les États-Unis, puisque le lancement a eu lieu également à la NASA en coopération avec les autorités sénégalaises. Et vous avez rappelé tout à l'heure le Sud global, Pape Samba. Quelle lecture faites-vous de ce développement croissant également et de cette force du Sud global à travers aujourd'hui la nouvelle reconfiguration géopolitique du monde? Présentement, on parle de basculement du monde. Basculement du monde parce que le monde n'est plus unipolaire. Il n'est plus, les États-Unis ne se constituent plus légèrement, ne constituent plus la puissance unipolaire du monde. Il y a d'autres émergents qui sortent du lot, à l'image de la Chine, à l'image de la Russie. Donc ce Sud global montre que le monde, la géopolitique mondiale est en train de se reconfigurer. Maintenant, les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde, les Occidentaux, où le développement n'est plus
occidentalo-centré, il y a d'autres formes de développement, il y a d'autres manières de développer voilà, les pays. Tout à l'heure, vous avez parlé des transferts technologiques. Si vous prenez par exemple le développement des occidentales, les économistes occidentaux avaient une vision du développement occidentalo-centré. Ils pensaient que le développement, c'est étape par étape. Par exemple, les pays comme la Chine, qui incarnent ce sud global-là, ont montré que le développement pourrait se faire par des transports de technologies. Ce n'est pas parce que les Occidentaux ont passé telle étape ou telle autre étape que nous aussi, les pays du sud global, nous devons passer à ces étapes-là. La Chine a montré qu'avec les transferts de technologies, un pays peut se développer. Donc, ce sud global-là, dont la locomotive est la Chine, a montré que avec les technologies, les pays qui composent ce sud global peuvent se développer. Il suffit juste de tisser des partenariats stratégiques sur le plan technologique afin d'aider ces autres pays-là qui constituent les wagons de se développer aussi à tout point de vue. Donc, d'une manière générale, le sud global fait face à ce qu'on appelle à l'Occident collectif, incarné par les États-Unis. Tirez-vous du FOCAC qui existe depuis l'an 2000? En fait, le bilan que j'en tire est que le FOCAC est un partenariat stratégique pour les pays africains. Et il est stratégique dans la mesure où la Chine, quand même, débourse une aide financière chiffrée à des milliards de dollars. Donc les pays africains ont besoin de cette manne financière dans la mesure où ils n'ont pas les capacités de se financer à eux-mêmes. Donc c'est une bonne opportunité pour les pays africains afin de booster beaucoup de secteurs, entre autres les secteurs technologiques, les secteurs agricoles, les secteurs des infrastructures. Il est important de le souligner. Par exemple, sur les BTP, la Chine, par exemple, détient un tiers des contrats sur les BTP. Donc sur le plan infrastructurel, les Africains peuvent tirer quand même du bénéfice pour ces par rapport à ces bénéfices et ce soutien financier, le président chinois Xi Jinping a également promis d'amener à 50 milliards de dollars ce soutien financier aux pays africains sur une période de 3 ans. Et je rappelle que dans la déclaration de Beijing également, les pays africains et la Chine s'engagent à développer leur coopération en 5 points. La construction d'un avenir économique partagé avec l'agenda 2063 de l'UA et le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, l'initiative pour le développement mondial et l'initiative pour la civilisation mondiale. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie de votre émission Le Débrief. Dans la seconde partie, il sera question de parler du rapprochement entre le Niger et le Nigeria, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Pape Samba Mbengue, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce protocole d'accord militaire entre le Niger et le Nigeria? Les deux chefs d'état-major du Nigeria et du Niger se sont retrouvés. En l'occurrence, Christopher Moussa et l'autre Moussa, qui est aussi le SEMGA du Niger, se sont retrouvés pour mettre en place une alliance, une coopération militaire. Les Nigériens ont su qu'ils ont quitté la CEDEAO, ils ont créé avec le Burkina Faso et le Mali l'Alliance des États du Sahel, mais ils ont su que le Nigeria, constituant une locomotive en Afrique, a lutté contre le crime organisé qui sévissent dans la zone du Sahel. Donc ce partenariat est un partenariat stratégique parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Niger a pris conscience qu'il est limité concernant son autonomie stratégique. Donc s'il fait appel au Nigeria pour plus redynamiser son partenariat militaire avec ce pays-là, cela ne fait que renforcer ou essayer d'apporter une solution aux différents problèmes auxquels font face ces pays-là dans la zone du Sahel. Est-ce que le bénéfice n'est pas des deux côtés si l'on sait que le Nigeria également fait face à la même menace terroriste venant du Sahel, mais également du bassin du lac Tchad avec Boko Haram? Tout à fait, mais c'est le Niger aussi qui en tire plus de bénéfices dans la mesure où sur le plan militaire, le Nigeria est beaucoup plus puissant que le Niger, parce que le Nigeria est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. En fait,
D'ailleurs, dans la même perspective, on a juste réactivé la force mixte multinationale composée par le Niger, le Tchad, le Cameroun, qui est créé en 1994. Comme je l'ai dit tantôt, les deux pays peuvent tirer tous les deux des bénéfices à ce partenariat, mais c'est le Niger, à mon avis, qui en tire plus, parce que le Niger compte plus sur le Nigeria que le Nigeria ne compte sur le Niger. Mais quand même, on peut dire que tous les deux pays peuvent tirer un bénéfice à ce partenariat parce que tous les deux pays sont gangrénés par le crime organisé, par le terrorisme. C'est là, Cheikh Sadibou, les relations entre les deux pays étaient tendues depuis le coup d'État de juillet 2023. Que vous inspire aujourd'hui cette reprise des relations entre le Niger et le Nigeria? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux pays, c'est une bonne chose, cette reprise des relations, surtout sur le plan militaire et sur le plan géopolitique et géostratégique. Il faut le dire, ces pays partageaient une force, c'est-à-dire le FMM, les forces multidimensionnelles. Donc il y avait, comme vous l'avez dit, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Mais le Niger était en froid au niveau de cette force parce que au niveau de la CEDEAO, il y avait des sanctions contre ce pays-là. Et c'est Bola Tinubu qui était pratiquement au devant de la scène pour dire que le Nigeria allait participer à ces forces qui allaient attaquer Tiani au niveau de Niamey et le déloger du palais. Donc les autorités du Niger se sont pratiquement rapprochées des pays du Sahel comme le Mali, comme le Burkina Faso. Aussi, ces pays ont prêté main forte parce que ces pays ont dit tout simplement que si le Nigeria ou le Bénin permettaient à des forces étrangères ou des forces africaines d'entrer sur le sol du Niger, eux, ils allaient envoyer aussi des contingents pour aller les barrer la route. Donc, pour vous dire que cette alliance qu'est les États du Sahel, qui est devenue une confédération d'États dirigée par Assimi Goïta, donc a dû faire face à de nombreuses crises venant des pays frontaliers. Donc, maintenant, le Niger a résisté, le Niger est en train de sortir du lot, le Niger sait que sur le plan stratégique, il faut vraiment redynamiser ces relations. C'est pourquoi ils se sont revus avec les autorités militaires du Nigeria. Du même côté aussi pour le Nigeria, parce que le Nigeria traverse une crise interne politique, mais aussi une crise, comme vous l'avez dit, liée au terrorisme. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de feuille de route clairement définie par une puissance internationale ou africaine pour vraiment en venir au terrorisme. Parce que lutter contre le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle. Parce que dans une guerre conventionnelle, c'est deux forces qui vont se faire face. Alors que la lutte contre le terrorisme, les terroristes se déplacent, ils occupent des villes et villages, ils massacrent des hommes et des femmes et après ils se déplacent. Maintenant, on a vu que le Burkina, avec les VDP, le Mali aussi, ont su diversifier leur partenariat. Donc ce qui les a permis d'avoir des drones militaires turcs Bayraktar. C'est un drone qui est en train de faire des performances au niveau international. Donc maintenant, ces pays, je ne dirais pas qu'ils sont stables à 100%, en tout cas, sont en train de trouver un chemin pour essayer de repousser ces groupes terroristes-là. Par rapport au point que vous soulevez, Cheikh Sadibou, est-ce que donc ce rapprochement entre le Niger et le Nigeria ne pourrait pas davantage faciliter cette lutte contre le terrorisme et même la criminalité transfrontalière si l'on sait que ces groupes aujourd'hui transitent d'un pays à l'autre à travers ces frontières-là? Parce qu'à travers cette force du FMM, donc ces pays qui étaient le Cameroun, le Niger et le Tchad, donc lutter contre ces forces qui pratiquement jouaient autour de ces frontières-là. Maintenant, le Sahel, les États du Sahel, l'AES, au niveau du Lukta-Gogoma, ont signé des accords qui les permettaient tout simplement de laisser leurs forces dépasser les frontières. Maintenant, si on en rajoute le Nigeria, je ne dis pas que le Nigeria va rejoindre l'AES, mais si le Niger coopère avec le Nigeria, ça veut dire tout simplement que les pays de l'AES ne sont pas contre. Parce que si vous allez dans l'article 4 et 5 de la charte de l'AES, il n'est pas interdit à un État membre de trouver des coopérations militaires avec des pays comme le Sénégal ou d'autres, j'en passe. Donc pour vous dire tout simplement que cela favorise même le rapprochement entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Et nous viendrons tout à l'heure sur ce point, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui. L'AES, en tout cas, s'ouvre également, est constitué de 3 États, mais reste ouvert à d'autres États ou entités, en tout cas, qui voudraient collaborer avec cette alliance des États du Sahel. Et dans le cadre de leur accord militaire Pape Samba, le Niger et le Nigeria insistent sur la nécessité de maintenir et d'étendre cette coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Comment aujourd'hui ce protocole entre les deux pays pourrait davantage impacter la lutte contre le terrorisme, surtout dans cette zone Sahel? Cela peut impacter dans la lutte contre le terrorisme parce que vous savez, le renseignement constitue un levier très important pour lutter contre le terrorisme. Vous savez, l'Alliance des États du Sahel n'interdit pas, par exemple, qu'un pays membre de cette alliance-là
essaie de tirer des partenariats stratégiques avec d'autres pays, dans la mesure où les deux autres pays acceptent cette alliance-là. Donc le fait qu'il y ait des échanges d'informations... Sadibou l'a rappelé, c'est aux articles 4 et 5 de la charte. Tout à fait. Donc le fait qu'il y ait échange des renseignements donc, va permettre de plus lutter contre le terrorisme. Comme vous le savez, la guerre maintenant n'est plus limitée juste à l'armement conventionnel. Présentement, on parle de guerre informationnelle, de guerre hybride, parce qu'il y a beaucoup de leviers qui sont mobilisés. Et parmi ces leviers, il y en a un qui est très important, c'est le renseignement. Donc si ces deux pays-là essayent d'échanger des informations, d'échanger des renseignements, cela ne fait que redynamiser leur lutte contre l'insécurité qui sévit dans le Sahel. Par rapport à ces échanges de renseignements, les chefs d'état-major des deux pays s'engagent aussi à collaborer pour la sécurité au niveau des frontières entre le Niger et le Nigeria. Comment cette coopération transfrontalière pourrait aussi permettre de lutter contre cette prolifération-là des ALPC, les armes légères et de petit calibre? Au fait, comme vous le dites, cette prolifération des armes légères cause un problème fondamental dans la sécurité du Sahel. Et que le Nigeria, vous le savez, le Nigeria est un grand pays et que pratiquement un pourcentage très important des armes n'est pas détenu par les forces militaires. C'est détenu par des milices, c'est détenu par des terroristes. C'est aussi le même cas au Niger. Donc, essayer de tisser leurs liens sur le plan sécuritaire et stratégique, ils vont permettre d'arrêter cette prolifération de ces armes légères. C'est la raison pour laquelle ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas travailler en autarcie. Ils sont obligés de travailler ensemble. Ils sont obligés de tisser des liens sécuritaires et stratégiques, surtout sur le plan des renseignements, afin d'arrêter cette prolifération des armes légères dans cette zone. Et Sadibou, il y a Pape Samba qui rappelle depuis tout à l'heure l'importance également des renseignements, de la maîtrise des renseignements dans la lutte contre le terrorisme. Comment cette coopération renforcée dans ce domaine-là des renseignements peut davantage aider ces États-là, aujourd'hui Nigeria de la CEDEAO et également Niger de l'AES, dans cette lutte contre le terrorisme dans le Sahel et même le bassin du lac Tchad? Vous savez, je vais même un peu digresser pour vous donner quelques exemples qui montrent que le renseignement est tellement important dans ces genres de situations-là. L'espion qui a espionné pratiquement les États-Unis d'Amérique lors du projet Manhattan, je veux parler de la bombe atomique de 1945, c'est le projet Manhattan dirigé par Robert Oppenheimer. L'espion était Klaus Fuchs, c'est lui qui a tiré pratiquement ces secrets-là et les a transmis vraiment aux dirigeants russes. Celui qui a aussi qui a permis au Pakistan d'être la première puissance musulmane à détenir la bombe atomique, c'est Abdul Qadir Khan. Il a tiré ces documents-là au niveau d'un pays occidental. Donc, pour vous dire tout simplement que l'espionnage, certes, le renseignement, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui inclure dans nos États par rapport à ces problèmes qui gangrènent nos sociétés. Parce que le Sahel, comme vous le savez, c'est un grand ensemble, c'est un désert pratiquement où transitent des terroristes et qui sont lourdement armés et qui sont armés par des puissances ourdies. Comme preuve, l'armée malienne à Tinzaouaten. Mais il y a un ambassadeur même qui s'est félicité par rapport à cette situation-là. Donc pour vous dire que le renseignement a été dénoncé par la plupart des pays africains et certains même ont rompu les relations diplomatiques avec ces pays-là. Effectivement. Donc pour vous dire tout simplement que le renseignement joue un rôle essentiel par rapport à ces genres de situations. Même au Sénégal, Abdoulaye Wade l'avait même compris avec la crise casamançaise. C'est pourquoi il avait développé ce renseignement-là. C'est ça qui lui a permis aussi de savoir que l'Iran transitait des armes au niveau de la Gambie. Donc pour vous dire tout simplement que l'importance du renseignement dans un pays, donc le Sénégal, que ce soit la CEDEAO, ces pays de l'AES doivent continuer à coopérer sur ces domaines-là parce qu'au niveau de la surveillance des frontières, il faut s'équiper de manière très lourde parce qu'il faut mettre les moyens qu'il faut parce que sinon on risque de voir la plupart de nos pays être instables, être déstabilisés sur le plan militaire. L'on voit de plus en plus également ces pays de l'AES, en tout cas s'ouvrir à d'autres également ou bien renouer leur partenariat avec d'autres pays étrangers après en tout cas le
retrait des Américains de la base où ils étaient installés au Niger. Récemment, on a assisté à une visite également de membres du Congrès américain au Niger, une visite officielle également des Américains pour renouer également les relations entre les États-Unis et aujourd'hui ce pays-là qui est le Niger, ce qui davantage pourrait permettre en tout cas de faire face à la menace terroriste et de soutenir aussi d'autres projets de développement. Sur le plan géostratégique, sur le plan militaire, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, ce pays-là est en train de s'en sortir, malgré qu'une bonne partie de son territoire est occupée par des puissances terroristes. On ne le souhaite pas, on veut que ces puissances-là quittent ce sol, mais il est important de souligner tout simplement que Tiani a compris que les Occidentaux sont en train de jouer à un jeu sur le sol vraiment du Sahel. Maintenant, il appartient aux autorités de ce Sahel-là de définir des plans d'action, même si ces plans d'action sont individuels des fois, mais cela ne les empêche pas de s'entretenir, de parler par rapport aux méthodes à suivre pour vraiment lutter contre ce terrorisme-là et continuer à diversifier les partenariats avec divers pays comme la Chine, comme la France, comme le Sénégal, comme les États-Unis d'Amérique. Cela va permettre tout simplement de renforcer la sécurité au niveau de cette zone. Comme je le dis tantôt, Daoud, le Sahel vraiment est une zone tellement stratégique sur le plan des ressources, parce qu'on parle de stratégie toujours militaire, mais sur le plan des ressources naturelles, le Sahel regorge pratiquement la plupart des ressources vraiment mondiaux en termes de pétrole, de gaz, ainsi de suite. Donc il faut avoir une politique sécuritaire renforcée, sinon on risque de voir ce Sahel-là transformé en une sorte d'Afghanistan, et on ne veut pas voir... Forcément d'ailleurs de la sécurité dans ces pays du Sahel par les actuelles autorités de la transition pour un meilleur contrôle en tout cas de ces ressources qui des fois peuvent tomber entre les mains de ces groupes armés afin de financer le développement de ces pays et même la lutte contre la menace terroriste. Et par rapport à la menace terroriste, toujours Pape Samba, quelle lecture faites-vous des avancées notées en tout cas avec ces pays aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, également devenue confédération aujourd'hui des États du Sahel? En fait, vous savez, le terrorisme est en train de faire des ravages dans cette zone-là. Et que, juste pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Sadibou, vous savez, le Sahel est stratégique. C'est pourquoi les États-Unis sont revenus pour discuter avec les autorités nigériennes, parce qu'ils ont une base de drones au Niger, la base d'Agadez, et les Nigériens voulaient vraiment chasser les Américains de cette base-là. Donc c'est pourquoi les Américains sont revenus pour discuter avec eux, parce que le Sahel, cette zone-là est stratégique pour les Américains. C'est stratégique qui pouvait permettre aux drones américains de voler de Dakar à Djibouti. C'est ce qui fait la dimension stratégique de cette zone. Maintenant, pour ce qui concerne le terrorisme, vous savez, aucun État ne peut lutter à lui seul contre le terrorisme. C'est pourquoi les États du Sahel se sont retrouvés, ils se sont retrouvés en créant une alliance dans le but de conjuguer leurs forces, de conjuguer leur synergie afin de venir à bout contre ce phénomène-là. Il faut juste ajouter quelque chose. Seuls ces États-là africains ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Ils ont besoin d'autres puissances, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la France. Il ne faut pas se départir complètement même de la France. Il faut essayer de revoir la coopération pour que cette coopération soit une coopération gagnant-gagnant sur le plan stratégique et sécuritaire. Mais tout à fait. Mais vouloir chercher complètement les Français, ça c'est en train de faire les actuelles autorités de transition, revoir leurs différentes coopérations avec les pays avec qui aujourd'hui ils avaient des accords. D'ailleurs, les autorités sénégalaises sont aussi dans cette dynamique. On reste avec le Niger et le Nigeria. Ce renforcement de leur coopération va impacter le domaine sécuritaire, diplomatique, judiciaire, socio-économique et même géostratégique. Comment aujourd'hui ce rapprochement entre le Niger et le Nigeria pourrait également constituer des opportunités pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et la CEDEAO également? Cela peut constituer un rapprochement diplomatique entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Autrement dit, il y a une courroie de transmission, il y a un intermédiaire entre ces deux organisations-là. Parce que ces deux organisations, aucune de ces deux organisations ne peut se recroqueviller dans son tour d'ivoire et mettre des politiques sécuritaires qui lui sont propres. Ils sont obligés de travailler ensemble. Et cela peut même constituer une fenêtre d'opportunité pour les pays de l'Alliance du Sahel. Bon, on ne le sait jamais, de regagner la CEDEAO.
Parce que, comme je l'ai dit tantôt, aucun de ces pays, aucune de ces alliances-là, aucune de ces organisations régionales ne peut lutter à elles seules contre le terrorisme. Ils sont obligés de tisser des liens stratégiques, sécuritaires, de communiquer sur leur stratégie de développement. Et c'est ça qui fera que l'Afrique pourrait retrouver un développement sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. D'autant plus que la menace aujourd'hui terroriste est une menace asymétrique qui implique également divers acteurs aujourd'hui pour y trouver des solutions, et également diverses stratégies pour arriver à mener en tout cas à bien cette lutte contre la menace terroriste. Tout à fait. Le terrorisme, c'est une nébuleuse. Comme l'a dit tout à l'heure cher Sadibou, ce n'est pas une lutte entre un État et un autre État. C'est une lutte entre un État et des groupes terroristes, des milices qui n'ont pas d'emplacement territorial bien déterminé. Donc vous ne pouvez pas lutter contre ces derniers en utilisant seulement l'armement ou les armées. Il faut privilégier d'autres secteurs. Il faut mettre l'accent sur les stratégies économiques, les stratégies sociales afin de venir à bout contre ce phénomène-là. Réinsertion pour ceux-là qui voudraient quitter ces groupes terroristes-là. Et cher, selon vous, comment ce rapprochement-là entre les deux pays pourrait également constituer une opportunité de rapprochement entre leurs deux groupes régionaux, à savoir la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de ces problèmes politiques internes au Nigeria, où Tinubu est en mal pratiquement avec la population nigérienne, malgré que la situation est bien sous contrôle. Donc du côté du Niger, on sait que Tchani aussi, malgré qu'il y a eu quelques bons couacs avec l'armée, mais ils se sont retrouvés par rapport à la situation. Donc de manière globale, on sait que aussi du côté de la CEDEAO, Tinubu même avait demandé à son homologue, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qu'on sait être le plus attractif au niveau des pays de l'AES, parce que Diomaye, lors de sa campagne, et même toujours prôné le rapprochement entre ces pays-là. Diomaye n'a jamais dit que le Sénégal allait quitter pratiquement la CEDEAO. Donc cela partage aussi avec ces trois pays de l'AES cette vision souverainiste. Effectivement, on partage cette même vision souverainiste et vous avez vu les visites qu'il a eu à entreprendre dans ces États-là. Donc même en date, Ousmane Sonko qui était parti au Mali rencontrer Choguel Kokola Maïga. Donc pour vous dire tout simplement que entre ces deux pays-là, je pense que c'est là où va passer pratiquement les bases d'une future coopération, les bases d'un futur rapprochement entre vraiment les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Donc c'est un rapprochement qui va être stratégique, c'est un rapprochement même qui peut inspirer à mettre en place une nouvelle institution sous-régionale qui va prendre en charge les doléances de chaque partie. Parce que ceux de l'AES, ce qu'ils reprochent aux pays de la CEDEAO, c'est simple. Quelle assistance vous nous apportez lorsque nos pays sont envahis par des groupes terroristes? Ceux de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils reprochent aux pays de l'AES? Les coups d'État répétitifs. Donc il faut que ces points-là, qu'on puisse les mettre autour de la table et qu'on en discute. S'ils jugent de mettre en place une nouvelle organisation, que ça s'appelle CEDEAO, AES ou autre, mais l'essentiel c'est qu'on s'entende par rapport à notre Afrique de l'Ouest. Et mettre ces points autour de la table avec ces différentes organisations régionales, comment cela également pourrait davantage permettre de lutter contre la criminalité transfrontalière qu'on retrouve de part et d'autre de ces pays qui constituent la zone Sahel. Il y a ce que j'appelle la franchise des acteurs, parce qu'en général, l'organisation de la CEDEAO, donc lorsque les chefs d'État se retrouvaient lors de sommet, on ne sentait pas la véritable efficience et efficacité de cette organisation parce qu'il y avait un ménagement entre chefs d'État. Donc il n'y avait... Ce qui a d'ailleurs contribué en tout cas aux tensions notées entre la CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous remercie Daouda et je remercie mon co-débatteur, M. Meng. Merci également à votre co-débatteur, M. Pape Samba Mbeng, politiste également doctorant en sciences politiques. Merci encore d'avoir été avec nous, Pape Samba. Je vous remercie Daouda et je remercie aussi Sadibou de partager ce plateau avec nous. Un plaisir aussi d'avoir partagé le plateau avec vous deux. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.